Bon, je crois que là, je suis prête. Mes notes, elles sont là. Le stylo, on va éviter d'y toucher. Ça fait trop de bruit. Le téléphone, il est coupé. 1, 2, 1, 2, test le micro, ça fonctionne. Je pense que c'est bon, on est parti. Ah non, faut que je boive un peu d'eau pour pas... pour que ce soit plus fluide. Cette fois, c'est parti. Mesdames, messieurs, Mais dites-moi, comment allez-vous ? Ma foi, comme un lundi. Le Logos Club. Logos Club. à tous ceux qui rêvent du bonheur. Logos Club, mon journal audio. Salutations à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans le premier opus officiel du Logos Club. Je dis officiel car un premier épisode préliminaire est déjà sorti lundi dernier. Je l'avais intitulé épisode 0 ou préquel. Il s'agissait d'une présentation de ce tout nouveau projet audio que j'ai l'immense plaisir de réaliser et diffuser chaque lundi. Pour écouter et ne manquer aucun des épisodes à venir, vous pouvez retrouver le Logos Club sur toutes vos plateformes d'écoute favorites. Ainsi, n'hésitez pas à vous abonner au flux pour ne rien manquer de mes bavardages hebdomadaires, réflexions et questionnements en tout genre. Par toutes les plateformes, j'entends toutes les stations classiques d'écoute de podcasts, à savoir Spotify, SoundCloud, Apple Music ou Apple Podcast, Audible, Amazon Music, peut-être Deezer et très rapidement aussi sur YouTube, notamment depuis la fin de Google Podcast annoncée pour la fin de ce mois de janvier 2024. Bref, après ces considérations de forme, auxquelles il convient tout de même d'accorder une importance, dont je me serais volontiers passé auparavant, il est temps maintenant d'entrer dans le fond du sujet de ce jour. Qu'est-ce que lire ? C'est une question que l'on ne se pose pas spontanément, il me semble, mais c'est pourtant le pendant d'une question qu'explore fort bien Jean-Paul Sartre dans « Qu'est-ce que la littérature ?», notamment dans le chapitre « Pourquoi écrire ?». Oui, je trouve que la question « Pourquoi écrire ?» impose à un certain moment de la réflexion, ou à sa fin, la question de la lecture. Au-delà du fait que tout ce qui est écrit existe et subsiste de plusieurs manières, la littérature, c'est ce qui est écrit. Mais la littérature, c'est lire, pas uniquement ce qui est écrit au sens littéraire. Non. La lecture, c'est quelque chose, un acte, qui dépasse la littérature, puisqu'il s'agit d'une action volontaire et aussi fondamentalement involontaire. Je vais y revenir. M'efforçant de rendre le discours le plus digeste possible, je me lance le défi non pas de vous enseigner quoi que ce soit, mais de mettre à plat, d'expliquer le cheminement de ma pensée sur un sujet qui m'interpelle, m'intrigue et donc qui m'intéresse. Aussi, je tiens à vous préciser que le projet du Logos Club n'est en aucun cas celui de réaliser et proposer des démonstrations, des réponses vraies, mais surtout, il est un prétexte pour consigner à l'oral le cheminement de mon raisonnement in situ sur un sujet donné. Le Logos Club, c'est finalement un laboratoire scientifique, psychologique même, où j'observe la pensée qui se réalise. Je le considère, ce club, comme une réunion hebdomadaire entre mon spontané et mon critique, d'où le fait que je le sous-titre comme mon journal audio. Et pour cause, le mécanisme de la pensée est multiple. Et j'ai constaté qu'à l'écrit, il se formalise d'une manière différente qu'à l'oral. Le cheminement de ma pensée n'est pas le même lorsque j'écris, pour moi-même ou pour autrui, mais également lorsque je parle, avec moi-même, oui ça arrive, ou avec autrui. Le podcast que vous écoutez présentement se veut être donc le lieu d'une expérience où mon esprit cathartique discute avec lui-même tout en sachant que cette conversation est à destination d'autrui. Pour en revenir à la lecture, celle-ci, comme je le disais plus tôt, n'est pas seulement l'acte primaire d'un déchiffrage et de l'association des lettres, syllabes, mots et phrases qui constituent la littérature, et c'est une nouvelle fois Sartre dans Les mots qui en fait une description toute enfantine et imagée. Il écrit dans le premier chapitre intitulé « Lire », alors enfant, la sensation qu'il eut lorsque Anne-Marie lui lut un livre. Je cite. « Je ne reconnaissais pas son langage. Où prenait-elle cette assurance ? Au bout d'un instant, j'avais compris. C'était le livre qui parlait. Des phrases en sortaient qui me faisaient peur.
C'étaient de vrais mille-pattes. Elles grouillaient de syllabes et de lettres, étirer leurs diphtongues faisait vibrer les doubles consonnes, chantantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches en mots inconnus. Elles s'enchantaient d'elles-mêmes et de leurs méandres sans se soucier de moi. Quelquefois, elles disparaissaient avant que j'eusse pu les comprendre. D'autres fois, j'avais compris d'avance et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin sans me faire grâce d'une virgule. » Fin de citation. Ainsi, on comprend et on sait que toute lecture nécessite, implique quelque chose à lire. Certes, ce quelque chose peut être littérature, mais il est surtout langage. Dès lors que l'on introduit le mot langage à la réflexion, l'étendue du royaume de la lecture dépasse largement et indéfiniment ce qui est écrit. Le langage désigne pour le linguiste un système de relations entre signes et concepts. Sans entrer plus profondément dans la définition de signes linguistiques, où Ferdinand de Saussure, que je vous encourage à lire, jette les bases du structuralisme en distinguant signifiant et signifié, partons plus simplement du principe qu'un langage, c'est le système qui associe un signe à un concept. Dans ce cas, presque tout devient langage. Le chant des oiseaux, celui des baleines, le corps et ses attitudes, on parle bien de langage corporel, ou plus souvent maintenant de body language, n'est-ce pas ? Mais en poussant toujours plus loin les images vues, les odeurs, les sensations, le goût, les sons, tout cela est langage, qu'on comprenne ou non. C'est grâce à cette idée que j'établis qu'il existe une lecture involontaire, celle des sens. La lecture surpasse alors le seul sens de la vue, ce qui est déjà le cas dans la littérature en braille, puisque les malvoyants délèguent au toucher la lecture. Lire, ce n'est pas seulement voir et agencer des lettres ou des symboles par la volonté, c'est aussi subir ce qu'on ressent. Lorsque, passagers d'un train à grande vitesse, nos yeux regardent par la vitre, ils lisent tous les signes du dehors. Et même si la lecture du nom d'une gare non desservie n'est pas lue volontairement, notre inconscient, lui, l'a vue. Il l'a lu. Et donc le mécanisme de lecture a été opéré, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Lors de son discours introductif mardi dernier, le 9 janvier 2024, pour sa toute nouvelle leçon au Collège de France, William Marx, responsable de la chaire de littérature comparée, distinguait 2 niveaux de lecture dans sa définition. Pour ce faire, il introduit la distinction entre texte, support de l'œuvre, et l'œuvre littéraire, qui est la représentation mentale d'un objet de langage, c'est-à-dire le sens et la visée du texte. La problématique est donc comment passe-t-on du texte à l'œuvre ? C'est là qu'intervient selon lui le second sens de la lecture, à savoir celui de la compréhension du texte. Il associe volontiers compréhension et interprétation de l'œuvre comme étant une action consécutive à la constitution d'un corpus, sous-entendu des objets de lecture. Ici, j'aime faire tomber les frontières et, après avoir parlé de littérature, d'avoir introduit la notion de lecture comme décodage et enregistrement de signes donnés, à voir, entendre, sentir, etc., j'insiste sur le mécanisme de la conscience, qui, contrairement à la lecture inconsciente, passive, celle dont j'ai parlé pour le TGV, se contente d'enregistrer les informations données par les signes sans les hiérarchiser, les classer, ni chercher à les comprendre. La lecture consciente, par contre, elle exige un effort. Et là, je rejoins volontiers M. William Marx. Cette lecture consciente et donc volontaire est l'action de l'animal, qu'il soit humain ou non, de comprendre d'abord, puis d'interpréter d'autre part les signes retenus. Lorsqu'on s'intéresse au sens des verbes comprendre et interpréter, à première vue, l'un implique l'autre. Par exemple, un bon interprète, au sens de traducteur, doit avoir bien compris le propos dans la langue donnée pour pouvoir le transposer dans la langue visée. Un comédien, il se doit d'avoir quand même bien compris le texte et l'objectif du dramaturge qu'il a écrit pour bien interpréter son texte sur scène. Idem pour le musicien. Celui-ci doit avoir bien lu les signes de la partition, ses petites notes, avoir compris l'ensemble de la mélodie pour proposer son interprétation du morceau écrit par le compositeur. Et c'est là,
par le biais de la musique, du théâtre, que se fait entendre une petite voix discordante quant à la compréhension et l'interprétation d'une œuvre, mais finalement de tout langage. En effet, le langage existe de manière objective. Il n'est ni faux ni vrai. Il est. Un point, c'est tout. Mais la compréhension, au sens d'en faire sien, et son interprétation, au sens de son explication, sont d'une subjectivité rare. Et c'est d'ailleurs là toute la beauté et la superbe de l'art. Il existe autant d'interprétations d'une même partition musicale, sans qu'aucune ne soit plus vraie qu'une autre. Il en va de même pour la pièce de théâtre, mais pas seulement. Il en va de même aussi pour un tableau, une photographie, une sculpture, que sais-je. En parlant de théâtre, le mot « comprendre » me fait systématiquement penser à Antigone, celle d'Anouilh notamment. Et pour cause, je viens de recenser 15 occurrences du verbe « comprendre » en l'espace de 4 pages, dont une dizaine seulement de ces occurrences du verbe « comprendre » sur seulement 2 pages. Antigone m'interpelle sur la nécessité de comprendre ou non les choses pour agir. Elle le dit elle-même à sa sœur Ismène, qui se veut être la voix de la raison, et lui dit qu'elle doit l'écouter parce que c'est l'aînée, et qu'elle réfléchit plus, et donc qu'elle a plus souvent raison. À cela, Antigone lui répond tout simplement « Moi, je ne veux pas comprendre un peu. » Ismène. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Antigone. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Ismène. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Antigone. Je ne veux pas avoir raison. Ismène. Essaie de comprendre au moins. Antigone. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir dans le vent, jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Elle achève doucement. Si je deviens vieille, pas maintenant. Ismène. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Antigone. Je ne t'écoute pas. Ce passage d'Antigone d'Anouilh nous fait comprendre, justement, la relation apparemment commune entre compréhension et raison. Antigone incarne celle qui refuse de comprendre et celle qui refuse d'être raisonnable. Mais la raison est-elle toujours raisonnable ? Telle est la question. N'ayez crainte, je vous rassure tout de suite, je ne me suis pas perdue et je garde de vue mon projet, celui de répondre à la question « Qu'est-ce que lire ?» Cette fausse digression me permet de dire que tout est langage, et surtout que tout est interprétable et compréhensible ou non. La contemplation du monde, c'est la lecture de son langage, sans nécessairement chercher à l'interpréter, à l'expliquer, seulement à le constater, et donc, stricto sensu, à le comprendre, à le faire sien, à l'adopter. Par exemple, le langage de la terre est bien visible, notamment dans les régions où les saisons sont bien marquées, comme chez nous, lorsque la nature revêt son manteau blanc, que les températures sont basses, qu'il fait froid, que les plantes et nombre d'animaux sont endormis, que tout semble presque mort, comme suspendu, l'homme a décidé de nommer cela l'hiver. Il rassemble de manière arbitraire, sous un seul mot, le concept hivernal, soit un ensemble de signes du langage de la Terre. Ainsi, voilà la preuve que la langue est une synthèse du langage. Qu'il y ait un témoin ou non de son langage, la Terre s'exprime, elle se fiche bien du mot hiver. Et cela m'amène à faire le parallèle avec l'œuvre littéraire. Parce qu'avec tout ce que je viens de dire, une chose apparaît. S'il existe autant d'interprétations possibles d'un langage et donc d'une œuvre, y a-t-il des interprétations qui valent plus que d'autres ? Avant toute chose, il convient de se demander si déjà, il est possible de connaître le vrai, au sens de véritable sens d'un texte. Parce qu'il y a dans un texte plusieurs choses. Il y a le sens visé par son auteur,
celui qui est dans son esprit, et qui n'est donc pas nécessairement retranscriptible fidèlement. Il y a aussi le sens que le lecteur accorde par son interprétation / compréhension du texte. Mais encore, faut-il que l'auteur ait une idée bien claire du sens de son propre texte? Et en plus, faut-il qu'il l'exprima le plus clairement possible, sous-entendu le plus objectivement possible? C'est pour cela qu'il existe cette science des études littéraires, de l'exégèse, etc., celle qui constitue à faire ressortir le sens intentionnel d'un texte, même si celui-ci devait échapper à son auteur. Un vaste programme, n'est-ce pas? Évidemment, la question « est-ce que toutes les interprétations méritent d'exister ?» est légitime. Est-ce qu'elles se valent, toutes ces interprétations? Et cette question fait planer le terrible spectre du relativisme. Et autant vous dire que l'affaire a vite été tranchée au Collège de France, non sans aucune réserve. Le professeur Marx affirmait qu'il existait des interprétations d'un texte supérieures à d'autres, voire que certaines étaient dangereuses et sous-entendait qu'il fallait les combattre. Aïe, 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 il m'avait perdu. Non pas que je considère que tout se vaut, encore que... Qui suis-je pour juger l'interprétation de bidule face à celle de machin, franchement? Mais je sais qu'il ne ressort jamais rien de bon d'une hiérarchisation des valeurs en matière d'art, d'expression et donc de ressenti. Le courant du New Criticism, Roland Barthes, avec la mort de l'auteur, le perspectivisme, entre autres, apporte fort heureusement une solution à la problématique du relativisme, notamment avec cette idée, chère à mon cœur, celle de l'autonomie du texte, et donc de toute production artistique. Et je crois que c'est Sartre qui disait « les vers ont les sens qu'on leur prête ». À vérifier, j'en suis pas certaine. Celui qui a le mieux expliqué cette proposition, et donc apaisé les éventuels conflits d'interprétation face à la lecture de l'objet texte, c'est le philosophe espagnol José Ortega y Gasset. Mais avant lui, bien d'autres en ont parlé, comme Montaigne, Nietzsche, Leibniz et un petit peu Pascal. La pensée perspectiviste exclut d'emblée de l'équation la possibilité d'accéder à une réalité objective, c'est-à-dire la vérité avec un grand V. Cette philosophie s'appelle ainsi parce qu'elle considère que la réalité est un composé de la somme des perspectives que nous avons sur elle. Ortega écrivait « Chaque texte se présente à nous comme un simple fragment d'un tout moyen qu'il convient de reconstituer. Pour cela, rassurez-vous, il y a un mode d'emploi. Il faudrait lire avec sérieux et sincérité. Le sérieux fait ici référence à la méthode à employer pour la lecture, et la sincérité renvoie à la question éthique, deux prismes apparemment nécessaires pour qui veut lire le plus véritablement ou réellement possible, sans oublier évidemment, et c'est moi qui le dis, de prendre du plaisir avant toute chose. Car s'il y a bien une chose fondamentale qui est propre au langage, et surtout, et encore plus, à toute littérature, c'est le pouvoir de liberté qui nous est accordé à nous lecteurs, celui de l'imagination. Peu importe que votre interprétation d'un texte soit juste, fausse, acceptable, raisonnable, que vous ayez compris ou non, les mots permettent, autorisent cette imagination. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que je compte probablement consacrer un épisode complet au concept d'imagination, mais c'est vrai que je fais partie de la team de ceux qui disent « le livre était mieux quand même ». Oui. Contrairement au cinéma, le texte autorise l'interprétation, autorise l'imaginaire, autorise vraiment tout. Tandis que quand on vous met un film, on vous empêche d'imaginer, on vous impose une image. Attention, je ne dis pas que le cinéma c'est mal, je ne dis pas que la littérature c'est mieux, je dis simplement que la littérature, les choses écrites, la lecture de toute forme de langage finalement, libère et autorise tout. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté en vous souhaitant à tous un merveilleux chemin. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère.